Je passe maintenant la parole à Alain Benex, qui est chercheur au Muséum d'Histoire Naturelle, au sein de l'UMR Histoire Naturelle de l'Homme Préhistorique, c'est ça, je me trompe pas, qui va donc vous parler des enfants dans l'Occident, des enfants et la mort dans l'Occident néolithique. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, donc avant toute chose, j'adresse bien évidemment un immense merci au professeur Jean-Jacques Hublin de m'avoir invité une nouvelle fois en ces murs du Collège de France et de me permettre de prendre part à cette journée de communication autour de la mort dans la préhistoire en compagnie d'un bel aéropage de collègues. Donc l'intervention de cet après-midi est en fait la présentation d'un de mes livres qui paru aux éditions Errance en 2018 et qui s'intitule « L'enfant et la mort dans l'Occident néolithique ». C'est en quelque sorte une étude qui découle de ma thèse de doctorat que j'avais soutenue en 2002 et qui est parue chez ces mêmes éditions Errance en 2003, dans laquelle j'avais essayé de tirer un bilan sur les comportements funéraires qui sont succédés donc au cours des temps néolithiques dans le midi de la France, entre 6000 et 2002 avant notre ère. Partant de là, je voulais élargir le champ géographique de ma réflexion, mais en restreignant l'enquête aux seuls enfants. Alors, vous allez me dire, pourquoi m'intéresser spécialement aux enfants? Simplement parce que les travaux d'ethnologues ont longtemps pesé sur l'image de l'enfant préhistorique et de l'enfant néolithique. Au sein des populations traditionnelles, les nouveau-nés et les nourrissons occupaient une place à part. L'attitude à leur égard était d'ailleurs différente de celle que l'on pratiquait à l'égard des défunts adultes. Et à lire Edgar Morin, leur disparition ne concernait donc pas l'ensemble de la communauté. Le rituel funéraire les concernant restait très limité, voire nul. Les corps de ces jeunes décédés pouvaient même être jetés sans aucune attention particulière directement dans la nature. Et imprégné par cette littérature, en observant d'ailleurs la fréquence des sépultures enfantines dans les habitats préhistoriques, ainsi que leur présence statistiquement faible dans les sépultures collectives, certains préhistoriens avaient conclu que, effectivement, au cours des temps préhistoriques et néolithiques, les jeunes défunts faisaient l'objet d'un traitement donc différent, autre que celui dont bénéficiait la majorité des adultes, et que les petits-enfants et les nouveau-nés étaient traités avec très peu d'attention, le reste d'ailleurs étant parfois rejeté dans des fosses dépotoirs. Cette vision a largement été influencée par les thèses de l'historien Philippe Ariès sur l'absence de sentiment à l'égard de l'enfant jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Pourtant, les progrès de la recherche dans les mondes antiques, les mondes médiévaux, les mondes modernes ont remis en cause cette vision de Philippe Ariès et ont révélé que le statut des jeunes sujets était beaucoup plus important et beaucoup plus diversifié qu'on ne le supposait jusque-là. Et donc il m'a paru intéressant de présenter cet enfant néolithique tel qu'on pouvait le saisir par le biais des sépultures et des pratiques funéraires. Effectivement, percevoir l'enfant néolithique à travers le traitement mortuaire de son corps, de son lieu d'inhumation, les enfants n'étaient pas enterrés n'importe où, de l'aménagement de leur tombe, du mobilier dont ils étaient crédités, demeurent des marqueurs essentiels de la nature du sentiment de l'enfant et de l'enfance. Donc, afin de raisonner sur une base documentaire substantielle, les limites chronologiques se sont imposées d'elles-mêmes. Elles concernent donc l'émergence des sociétés de production sédentaires au début du 6e millénaire et leur mutation jusqu'à la fin du 2e millénaire avant notre ère. Je me suis donc efforcé d'appréhender sur le long terme l'identité sociale des jeunes défunts et le rapport avec les vivants dans les sociétés concernées en me posant deux questions. La première, est-ce que ces sépultures d'enfants relèvent de certains particularismes? Si oui, peut-on déterminer des pratiques et des comportements funéraires propres aux immatures? Toutefois, avant de m'engager plus avant dans le sujet, il convient que j'apporte deux précisions importantes pour le sujet qui nous préoccupe cet après-midi. Premier point, et Bruno Boulestin l'a évoqué dans sa communication, il concerne la mortalité infantile au néolithique. Elle était naturellement très importante. Les données que nous avons et que les paléodémographes ont pu exploiter sont très proches des données que nous avons pour les sociétés donc pré-génériennes. Bruno en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire en référence à Édouard Jenner, l'inventeur de la vaccination à la fin du XVIIIe siècle. Et donc on estime qu'un enfant sur deux n'atteignait pas l'âge adulte. Un quart mourait en couche et avant l'âge d'un an, et un autre quart mourait entre l'âge d'un an et la puberté. Second point, il concerne ce qu'on appelle la transition démographique néolithique, qui provoqua un véritable baby-boom. Là encore, les paléodémographes estiment que les taux de natalité tournaient autour de 40 pour 1000, ce qui est un chiffre relativement important, c'est le double par rapport aux chiffres d'aujourd'hui dans les populations, on va dire, des pays en développement, et qu'on peut compter en moyenne 8 enfants par femme, dont je le rappelle, la moitié ne survivait pas, enfin en tout cas n'arrivait pas à l'âge adulte. Et on pense que la population mondiale est passée, mais là les chiffres, on peut en débattre, que la population mondiale est passée de 5 millions environ au Mésolithique
à un peu plus de 40 millions à la fin du néolithique. Mais là encore, il peut y avoir débat entre les spécialistes. Les raisons de cette explosion démographique sont doubles. D'une part, évidemment, les pratiques agropastorales qui permettent de mieux se nourrir, et d'autre part, la sédentarité qui diminue les durées d'allaitement. Les distances intergénésiques, c'est-à-dire les distances entre deux grossesses, sont plus courtes pour les populations sédentaires que dans les populations nomades. Ainsi, donc, grâce à ces deux facteurs, forte mortalité et explosion démographique, on dispose pour le néolithique d'un important corpus de sépultures. Tout à l'heure, on parlait de quelques dizaines de cas pour l'époque paléolithique. Là, ce sont des milliers de sépultures et le phénomène est encore plus important à la fin de la période avec le comportement des sépultures collectives. Donc, effectivement, ça nous permet de pouvoir apporter des observations intéressantes et de lancer des pistes de réflexion. Alors cet après-midi, évidemment, je ne proposerai que quelques zooms ou quelques coups de projecteur sur des exemples choisis et des parties éclairantes du dossier. Si vous le voulez bien, revenons donc aux sources, c'est-à-dire aux sources du néolithique occidental, c'est-à-dire au Proche-Orient. Avec la sédentarisation apparaissent des dépôts funéraires en habitat. Et on le remarque très nettement à la période natoufienne, c'est-à-dire entre le XIIIe et le Xe millénaire avant notre ère. Les natoufiens, qui sont des chasseurs-collecteurs, mais sédentarisés, inhument leurs morts dans les hameaux et dans les villages. Et on peut penser qu'il y a une volonté très, très marquée de prolonger les liens étroits entre les vivants et les morts en gardant les morts au sein de l'habitat. Et le phénomène se poursuit à la période suivante, c'est-à-dire au néolithique précéramique A, PPN-A, néolithique précéramique B, PPN-B. On voit le phénomène se poursuivre, et notamment donc, au 8e millénaire en Syrie, sur le site de Tel Aloula, qui est un village parfaitement bien documenté, on s'aperçoit que de nombreuses maisons ont livré des sépultures d'enfants dans le sol de la pièce principale de la maison. Ce sont des fosses donc très réduites aux dimensions des petits corps, et le petit défunt est enterré dans cette fosse en position fétale. Le phénomène se propage d'est en ouest, comme se propage d'ailleurs la néolithisation, et on le retrouve en Anatolie, sur le célèbre site de Çatalhöyük, où une maison sur deux a livré des restes de sépultures d'enfants. Vous en avez une ici à l'image, donc c'est une simple petite cuvette creusée dans le sol de la pièce principale, où le jeune défunt était posé en position repliée. Et évidemment, le phénomène donc, se propage à l'Égée, se propage aux Balkans, et il devient beaucoup plus documenté dans le néolithique ancien européen, qu'on appelle le néolithique ancien de type rubané, qui est un néolithique continental, qui suit le cours du Danube. Et là, nous avons, entre le 6e millénaire et la première moitié du 5e millénaire, des milliers de sépultures. Donc on a une masse documentaire relativement importante. On s'aperçoit que ces premiers agriculteurs et éleveurs, dont on retrouve les vestiges en fait, de l'Ukraine jusqu'au bassin parisien, inhumaient leurs morts, soit à l'intérieur des villages, soit dans des nécropoles, ou des cimetières, c'est selon, communautaires, distantes de l'habitat. Au sein des villages, on retrouve des tombes dites de maisons, c'est-à-dire associées aux habitations, soit implantées dans la maison rubanée, vous savez, une maison tripartite en 3 parties, soit implantées dans une des pièces de la maison, soit à l'extérieur, mais à proximité des parois latérales. Et ces sépultures donc, de village semblent assez sélectives, puisqu'on retrouve essentiellement des enfants âgés de 1 à 9 ans. Il nous manque en revanche les enfants de moins de 1 an. Statistiquement, il manquerait 96% des moins de 1 an dans les villages rubanais. Alors, par contre, on a des sépultures bien documentées et on n'a pas affaire à de sépultures marginalisées, bien au contraire. Je vous donne un exemple qui nous vient du bassin parisien, qui nous vient du site de Berry-au-Bac, donc sur le site du chemin de la pêcherie, où nous avons donc une sépulture d'un jeune enfant qui présentait des éléments de parure au niveau pectoral, donc de coquillage, et donc qui montre un soin particulier puisqu'il est posé côté latéral, les membres repliés, selon une tradition que l'on retrouve pour les adultes dans l'orbe rubané. Je disais, ce n'est pas des sépultures marginales, bien au contraire, puisque parfois on a même des cas de sépultures relativement élaborées, c'est-à-dire des fosses à niche et à banquette, où le jeune défunt, là en l'occurrence un jeune d'environ 5 ans, était saupoudré d'ocre rouge, donc on retrouve cette pratique dans le rubané, mais surtout, le jeune défunt était accompagné de 2 objets anthropomorphes que vous avez en haut de l'image, 2 figurines autres anthropomorphes, interprétées au départ comme des pièces cultuelles, mais réinterprétées aujourd'hui comme étant plutôt des jouets, des poupées. Donc la figure de gauche est un métapode de Caprinet, et comme vous le voyez, avec un collage de 3 pastilles de nacre perforées et d'un segment de dentale, on a pu schématiser les 2 yeux, le nez et la bouche. L'autre figurine est une phalange de Caprinet aussi, avec rajout de 2 pastilles de nacre perforées pour figurer les yeux.
Et donc là aussi, le fait de déposer ces pièces auprès du jeune défunt n'est pas complètement anodin. Il y a une volonté manifeste un geste, j'allais dire, de tendresse, où on dépose le jouet préféré auprès du petit défunt. Donc on ne peut pas parler effectivement de sépultures marginalisées. Ce néolithique rubanais a évolué localement dans le bassin parisien, dans le groupe de Villeneuve-Saint-Germain, jusqu'au milieu du 5e millénaire avant notre ère. Et dans ce groupe de Villeneuve-Saint-Germain, on a très peu de sépultures, elles sont toujours en habitat, on a très peu d'enfants et très peu de mobilier. En revanche, on a à Saint-Pierre-d'Autils donc la sépulture d'un jeune enfant âgé de 4 à 9 ans qui présentait, outre une riche parure de dentelle autour du cou, qui portait au bras droit 3 anneaux de schiste perforés, ce qui nous laisse penser à un petit sujet qui appartenait à un groupe privilégié, puisque ce sont des objets à forte valorisation sociale, groupe privilégié et probablement au statut héréditaire. Je reviendrai sur cette idée un peu plus loin. Propulsons-nous, si vous le voulez bien, dans le temps et dans l'espace, en Languedoc, dans le néolithique final, où nous avons là aussi quelques cas parfaitement bien documentés de sépultures d'enfants au sein de l'habitat. C'est une fouille d'Henri Dudet sur le site de Cambous, où un nourrisson avait été placé dans un vase, et le vase enfoui dans une pièce annexe de la pièce principale d'une des maisons de Cambous. Et à quelques kilomètres de ce site, une autre fouille, à Saint-Gély-du-Fesque, a livré là aussi un jeune nourrisson enterré dans le sol de la pièce principale de l'habitation. On est dans le même contexte chronoculturel. Il y a là clairement un attachement des vivants à l'égard de leurs jeunes disparus qui s'opposait vraisemblablement à toute séparation spatiale. Alors j'y reviendrai là aussi. Est-ce qu'on considérait que ces jeunes enfants appartenaient encore à l'univers familial ou à l'univers féminin et n'avaient pas encore intégré la communauté des adultes? J'y reviendrai. Et donc au néolithique aussi, mes collègues en ont parlé, c'est aussi les enfants parmi les morts. C'est-à-dire que se généralise au cours de la période néolithique et tout au long de la période une pratique qui consiste à déposer donc les morts dans des aires spécialement conçues pour eux. On en parlait tout à l'heure, nécropole, cimetière, encore une fois c'est selon, mais distinctes du monde des vivants. C'est un rassemblement de sépultures individuelles, parfois doubles, parfois multiples, et à compter du milieu du 4e millénaire et durant tout le millénaire suivant, se développe une autre pratique que Bruno a évoquée tout à l'heure, c'est le rassemblement de défunts au sein d'une même structure funéraire. On parle alors de sépulture collective. Examinons tout d'abord donc le cas des nécropoles du Rubanais, puisqu'on a vu les sépultures de village, voyons dans les nécropoles du Rubanais. De l'avis de tous, dans les nécropoles du Rubanais, il y a une catégorie de défunts qui est sous-représentée, ce sont les enfants. Alors, y avait-il un choix sourcilleux qui présidait à l'intégration des enfants au sein de la nécropole communautaire, comme je le disais il y a quelques instants? Probablement, évidemment ça nous échappe. Est-ce qu'il y avait un âge pour y accéder, un rite de passage? J'évoquerai ça en conclusion. Toujours est-il que dans toutes les nécropoles rubanais, environ 30% des sépultures sont des immatures. Beaucoup sont dépourvus de mobilier, mais tous les ensembles funéraires rubanais d'une certaine importance ont livré des sépultures d'enfants richement dotés. Je prendrai quelques exemples, puisque je vous avais parlé de quelques coups de projecteur. Nous sommes ici en Bavière, dans la nécropole d'Eiterhofen, où nous avons donc cette sépulture d'enfants qui comporte un mobilier tout à fait comparable aux sépultures d'adultes. Vous avez en bas de l'image des perles tubulaires en spondyle, un spondyle perforé. En haut de l'image, vous avez une herminette en pierre polie. C'est un mobilier assez classique dans le rubanais et que l'on retrouve dans les sépultures d'adultes. Mais certaines panoplies funéraires d'enfants reproduisent aussi assez fidèlement des panoplies d'hommes adultes qui appartenaient à l'élite sociale rubanais. Et vous avez ce second exemple de la nécropole d'Eiterhofen, où vous retrouvez les perles en spondyle, tubulaires en spondyle, le spondyle perforé, mais aussi le spondyle fendu, qui est un élément de ceinture probablement, l'herminette en pierre polie et un peigne en bois de serre. Alors, effectivement, dans les nécropoles du rubanais récent, des individus des deux sexes et de tout âge ont fait l'objet d'un investissement plus grand que les autres, notamment en matière de parure. Avons-nous affaire à une élite héréditaire au sein de la société rubanais? Personnellement, j'aurais tendance à répondre oui. Probablement lié à un processus de transmission, donc de statuts sociaux, par le biais d'attributs distinctifs au sein d'une caste dominante qui se reproduit de génération en génération. Et on perçoit ce phénomène dans la culture suivante, dans les monuments du Cerny. Ma collègue, juste avant moi, vous avez évoqué là, une nécropole peut-être d'individus au statut inférieur, je mets les guillemets, mais effectivement, dans les monuments du Cerny, dans les structures de type Passy, qui a été évoqué il y a quelques minutes par ma collègue, nous avons ces grands monuments
que l'on appelle de type donc passy, qui sont souvent des fossés, enfin des enclos fossoyés, oblongs, parfois doublés d'une palissade de bois, à l'intérieur desquels étaient implantées des sépultures en fosse individuelles, mais en très petit nombre. Et on y trouve des adultes et des enfants. Or, adultes et enfants reçoivent souvent le même type d'objet. Nous avons notamment des panoplies, qu'on appelle des panoplies de chasseurs, donc, que l'on retrouve chez les enfants et chez les adultes, sous forme d'armatures de flèches regroupées en carquois. Et dans le cas donc, de cette culture, vous l'avez en bas de l'image, je pense que je peux vous le montrer. Oh, non. En bas de l'image au centre, ce qu'on appelle une tour Eiffel. C'est en fait une scapula d'herbivore retaillée et qui était probablement emmanchée sur une lampe en bois comme arme d'ast et qui se retrouve à la fois chez les enfants et chez les adultes. Donc là aussi, il y a des objets qui sont offerts à des enfants sélectionnés qui soulignent probablement un statut acquis dès la naissance. Si vous le voulez bien, propulsons-nous un petit peu dans le temps et dans l'espace et allons au néolithique moyen, dans le midi de la France, dans le complexe chasséen. Le chasséen est une grande culture du néolithique moyen qui a duré à peu près un millénaire, entre le milieu du 5e millénaire et le milieu du 4e millénaire, qui a évolué. Il y a des faciès régionaux, chasséen quercinois, chasséen toulousain. Pour faire court, les chasséens ont, notamment en Languedoc, utilisé des coffres architecturés, donc constitués de dalles posées sur champ, dans lesquels ils faisaient des dépôts individuels, parfois accompagnés d'objets d'une certaine qualité. Et donc, dans la nécropole de Najac à Siran, vous avez 4 coffres jumelés 2 à 2. Et dans le coffre 2, il y a eu le dépôt d'un jeune sujet de 8 ans qui était accompagné de 2 grands lissoirs sur os de ruminants. Ce sont des pièces uniques dans la culture chasséenne. Et en l'occurrence, ils ont été déposés, ces 2 objets, auprès d'un enfant de 8 ans. Là aussi, on ne peut pas parler de marginalisation. Et à quelques kilomètres de cette nécropole de Najac, une autre fouille, réalisée par Jean Vaquer sur le site de Beaufort, a livré là aussi le squelette d'un jeune enfant d'environ 5 ans qui avait été placé dans un coffre, mais construit aux dimensions d'un adulte. Donc là encore, on n'a pas relégué ou on n'a pas marginalisé l'enfant, on l'a enterré dans une structure qui initialement avait été conçue pour un adulte. Oui, je poursuis à grands traits. Au cours du 3e millénaire, on retrouve notamment en Europe dans le complexe céramique Cordé et dans le complexe à céramique campaniforme, là aussi une grande documentation funéraire, et on s'aperçoit dans ces nécropoles que les enfants de moins de 6 mois étaient toujours associés à un adulte, et qu'à partir par contre de l'âge de 3 ans, ils étaient inhumés dans des sépultures individuelles avec un mobilier tout à fait comparable à celui qu'on peut retrouver dans les tombes d'adultes. Qu'il s'agisse des haches de bataille, qu'il s'agisse des masses perforées, ou aussi au niveau de la céramique. J'ai pris cet exemple qui nous vient de République tchèque, dans la nécropole de Prague, où nous avons cette fillette campaniforme, donc, qui est créditée de 2 vases, une écuelle et un gobelet, comme mobilier tout à fait caractéristique aussi des tombes d'adultes. Mais la chose est intéressante, en l'occurrence, ces tombes d'enfants disposent d'objets donc de taille miniature. Typologiquement, ce sont les mêmes que les tombes d'adultes, mais en format réduit. Donc, il y a là aussi un mobilier approprié aux jeunes défunts. Je poursuis là aussi à grands traits. Je ne voudrais pas m'étendre trop sur les sépultures collectives. C'est un sujet très compliqué. Les exemples pleuvent. Ce sont souvent des exemples bien documentés. Mais chaque sépulture collective a sa propre histoire, que ce soit au niveau du recrutement des défunts ou de son fonctionnement au cours du temps. Et donc, il est compliqué de tirer des généralités. Néanmoins, je prendrai juste 2 exemples. Celui-ci à l'écran, donc l'hypogée des Boileaux à Sarian, qui contenait à peu près 270 individus, dont une centaine étaient des immatures. En revanche, dans cette sépulture collective, il nous manque tous les nourrissons. Alors, je fais le parallèle avec les 2 cas de nourrissons inhumés dans l'habitat, puisqu'on est tout à fait dans une période contemporaine, néolithique final, vous savez, de Cambous que j'ai évoqué tout à l'heure et de Saint-Julie-du-Fesque. Est-ce que jusqu'à un certain âge, les tout-petits ne restaient pas dans l'habitat? Probablement, oui. Et ce n'est qu'à partir d'un certain âge qu'on intègre la sépulture collective. Second exemple, je l'ai pris dans le nord de la France, c'est l'allée donc de la Porte aux Bergers à Vignely, qui est une allée sépulcrale en bois qui contenait 11 individus, 3 adultes et 7 immatures et un adolescent. Les 2 seuls sujets qui comportaient du mobilier sont 2 enfants âgés de 3 et 5 ans qui portaient chacun
une ornementation donc, de parure autour du cou, et un des deux avait même un collier qui intégrait 9 perles de cuivre, qui pour l'époque sont des objets assez rares, et donc ça souligne là aussi le statut du jeune décédé. Je vais passer maintenant aux sépultures doubles et multiples. Alors j'espère ne pas faire de redondance avec ce que Bruno nous a évoqué tout à l'heure, mais plusieurs fouilles archéologiques ont montré l'étroite association d'un défunt féminin et d'un enfant mort en période périnatale, ce qui suggère un trépas d'origine peut-être obstétricale, suivi de l'inhumation conjointe de la mère et de l'enfant. Je citerai 3 exemples, parmi les mieux documentés, donc sépultures doubles et multiples. Ici, donc, sur le site donc, des Vignoles, nous avons donc une jeune femme de 18-20 ans qui a été donc inhumée dans une fosse individuelle. C'est une jeune femme qui avait atteint le terme de sa grossesse, mais le processus de délivrance n'avait pas encore débuté lorsqu'elle décéda. Et on l'a donc inhumée en suivant, j'allais dire, les comportements en usage au sein de sa culture dans une fosse individuelle. À l'image, vous avez en grisé donc, les restes du périnatal au niveau de la cavité utérine. Donc elle n'a pas été marginalisée, elle a été enterrée comme on faisait avec les défunts de sa communauté et de sa culture. Second exemple, on est toujours dans le même contexte, dans le Villeneuve-Saint-Germain, à Vignely à présent, donc une femme qui est inhumée avec un nouveau-né qu'elle recouvrait de son bras droit. Probablement que le périnatal mourut très peu de temps après la femme, et l'hypothèse d'une mère et de son enfant est très plausible. Dernier exemple, donc dans une sépulture collective du Vaucluse, l'hypogée du capitaine à Grillon, parmi les 176 sujets donc, qui étaient contenus dans cette hypogée étant une cavité artificielle creusée par l'homme, se trouvaient donc les squelettes d'une femme et d'un fœtus de 8 mois encore en place dans le volume abdominal. Vous l'avez à l'image, je l'ai cerclé d'un cercle blanc. La femme mourut certainement donc en fin de grossesse, et là aussi, elle a été intégrée dans la sépulture communautaire. Elle n'a pas été marginalisée. Ces 3 exemples laissent entendre que l'idée de mauvaise mort qu'on peut lire dans la littérature ethnologique, où une femme enceinte ou une femme mourant à l'accouchement était rejetée de la communauté, dans les 3 cas que je viens d'évoquer, ce n'est pas le cas. Au contraire, elle intègre la sépulture communautaire et les 2 autres sont enterrés selon les comportements usités au sein de sa communauté. Nous avons également des cas de sépulture double associant adultes et enfants un peu plus âgés. Souvent, une femme et un enfant. Alors, malgré souvent l'absence d'analyse génétique, on va voir que souvent la posture des corps traduit des liens affectifs entre les 2 défunts. Je prendrai un premier exemple qui me permet d'aboutir à cette conclusion. En Allemagne, dans la nécropole d'Eulo, on a cette sépulture multiple qui unissait donc 2 adultes, un homme, une femme et 2 enfants. On voit clairement que la posture des corps, face à face, les bras enlacés, en disent assez sur les liens affectifs qui devaient unir les individus de cette tombe. Or, dans ce cas précis, l'ADN a parlé. Et nous sommes en présence d'un couple avec leurs 2 enfants. Alors, je vais évoquer quelques cas où on n'a pas forcément des tests ADN, mais dont la posture peut être signifiante. Ici, une sépulture rubanée de la nécropole de Mulhouse-Est, où vous avez donc une femme qui enserre dans ses bras le corps donc d'un petit enfant qui pourrait tout à fait être le sien. Toujours au Néolithique ancien, mais dans le Midi, cette sépulture de la grotte Gazelle, dans l'Aude, fouille aussi d'Henri Dudet, sur une fouille de Jean Guilaine, une femme qui abritait dans ses bras le corps d'un enfant de 4-5 ans. Un ultime exemple qui nous vient des environs d'Orléans, toujours dans le Villeneuve-Saint-Germain, où nous avons à la chapelle Saint-Mesmin donc cette sépulture double qui donc unit une femme d'environ une vingtaine d'années et d'un jeune enfant de 18 mois. Les 2 portent le même type de parure. Le même type de parure pectorale, et l'enfant prenait appui sur le bras gauche de l'adulte. Donc tous ces signes, à mon sens, ne trompent pas et montrent de vrais liens à l'égard de ces jeunes disparus et des liens entre les 2 défunts. Nous avons également des sépultures doubles unissant 2 enfants. Alors, évidemment, les maladies contagieuses qui évoluaient sur le mode épidémique ont dû faire des ravages dans les maisonnées et dans les fratries, et ça pourrait expliquer l'inhumation rapprochée de 2 jeunes défunts morts à peu de distance l'un de l'autre. Mais là aussi, vous allez voir que les postures sont affectives et parfois touchantes. Cet exemple qui nous vient d'Allemagne, du Bade-Württemberg à Weingen, permet de voir ces deux petits donc, âgés de 5-6 ans, l'un lové dans les bras de l'autre,
donc dans une posture qui affiche clairement un certain attachement entre les deux sujets. Mais ici même à Paris, donc sur le site de Bercy, dans le Chasséen de Bercy, nous avons ce cas de sépulture double qui unit donc deux enfants, l'un de 5 ans, l'autre de 9 ans, placés donc en position fœtale, enlacés, qui pourraient souligner des liens entre un aîné et son cadet. Je terminerai mon exposé par des comportements funéraires singuliers. Alors qu'est-ce que j'entends par comportement funéraire singulier? Un certain nombre de comportements ou de traitements de corps atypiques auxquels les enfants n'échappaient pas. Vous verrez des enfants donc relégués, des enfants victimes de l'anthropophagie, des enfants assassinés, qui sont une réalité. Alors une réalité marginale, certes, mais une réalité, mais au même titre que les adultes. Concernant les morts relégués, souvent on a affaire à des structures domestiques qui ont perdu leur usage initial, donc des structures domestiques désaffectées, et qui ont été réutilisées, souvent comme fosses dépotoirs, et parfois pour ensevelir des corps de défunts dont on voulait, entre guillemets, se débarrasser, puisque vous allez voir que c'est souvent sans grand ménagement. Je prends volontairement un cas donc, dans le Chasséen du Midi. On a vu tout à l'heure les tombes bâties en dalles parfaitement architecturées, avec un mobilier relativement valorisant pour le jeune enfant. Là, nous sommes sur le site de Béziers, donc le site du Crès à Béziers, où nous avons donc un silo. Un silo, c'était un trou dans lequel on conservait des céréales, qui, à la fin de son utilisation domestique, a reçu 3 dépôts, mais de corps qui ont été jetés dans la fosse, c'est-à-dire jetés face contre terre et les bras projetés dans tous sens, dans un comportement qui déroge complètement avec les comportements habituels que l'on a au Chasséen. Et vous avez donc 2 adultes et un jeune enfant qui a subi le même traitement. Il n'a pas eu un traitement particulier, il a été traité comme les adultes. Et probablement, avons-nous affaire là à peut-être des comportements concernant des personnes au statut économique différent par rapport à ceux qui bénéficient de tombes en coffre et ceux qui sont rejetés dans des fosses dépotoirs. Parfois, nous avons des corps relégués, peut-être dans un but d'opportunisme, c'est-à-dire utiliser une structure, une cavité, et enterrer un jeune enfant. C'est le cas de ce petit défunt d'environ 2 ans qui a été retrouvé dans le comblement détritique d'un fossé du site de Cugnot, on est dans la banlieue toulousaine, au Chasséen. Donc vous voyez, pour cette culture chasséenne, ce comportement différentiel que l'on peut observer. On retrouve aussi un comportement opportuniste, mais franchement là, opportuniste au Néolithique final. J'ai un très beau cas en Languedoc, au Néolithique final, sur le site de Moguio, où au fond d'une cave-silo donc désaffectée, on a placé le corps d'un jeune enfant d'environ 5-7 ans à l'intérieur d'un vase, et le vase posé sur le fond de la fosse. Mais là, on peut parler plutôt d'une réutilisation donc opportuniste. Je poursuis un petit peu avec les morts d'accompagnement. Bruno en a parlé, et peut-être que Philippe Lefranc, après moi, en reparlera aussi. Donc des morts d'accompagnement, et je ferai vite pour ne pas spolier le sujet suivant. Alors de quoi s'agit-il? On a remarqué en Alsace, au Néolithique récent, que parfois, dans une fosse circulaire, un individu principal avait été accompagné par d'autres individus, mais qui ne respectaient pas la même disposition de corps. Autant le principal est au centre de la fosse et posé en position méticuleuse et soignée, autant les morts d'accompagnement sont jetés littéralement dans la fosse. Je citerai 2 cas pour aller assez vite. Donc le site donc, de Sierentz, où vous avez un adulte en position centrale qui en fait repose sur 3 enfants qui eux avaient été jetés dans des postures complètement anarchiques. Et second exemple, donc sur le site de Rochheim, où nous avons donc une femme, là aussi en position centrale, qui avait été accompagnée d'un jeune enfant, avec la particularité près que ce jeune enfant est mort d'un coup brutal reçu sur le pariétal gauche, donc mis à mort pour ensuite être jeté dans la fosse. Et ça m'amène à parler d'ailleurs des enfants massacrés. Il faut savoir qu'au Néolithique, on a de plus en plus de cas de tueries massives, de violences collectives, de violences interpersonnelles, au cours desquelles les enfants n'étaient pas épargnés, au même titre que les adultes. Je prendrai un exemple très célèbre, mais parmi tant d'autres, la fosse commune de Thalheim. Donc la fosse commune de Thalheim, c'est une fosse qui date du début du 5e millénaire, qui contenait 34 individus, dont 16 immatures. Vous les avez grisés sur le schéma à l'image. Tous ces corps gisaient dans des positions aberrantes, sur le ventre, les membres projetés dans tous les sens, mais surtout, les corps portaient des traces de coups violents, perpétrés à la hache de pierre, à l'herminette en pierre polie. Et dans la fosse de Thalheim, il nous manque les moins de 3 ans. Il nous manque les tout petits enfants, et il nous manque un certain nombre de femmes.
Le scénario privilégié pour Thalheim serait celui d'un rapt de femmes, où on aurait donc capturé les femmes d'une communauté avec les tout petits enfants, et ensuite on a massacré les hommes et les enfants plus âgés. Et les enfants n'ont pas été épargnés. Donc je donnerai 2 cas. Ce crâne d'un enfant de 3 ans, oxy par 2 coups d'herminette en pierre polie, dont l'un alors qu'il était à terre, et puis un de ses comparses, âgé de 8-10 ans, qui lui comportait 3 coups d'herminette, donc 3 coups perpétrés par 2 herminettes différentes. Donc il y a une volonté d'acharnement et de mise à mort de ces enfants. Alors j'ai pris ce cas, mais comme je le disais, les exemples pleuvent aujourd'hui en Europe de tueries et de violences collectives au néolithique. Je terminerai cette présentation par le cannibalisme, mais sans m'étendre non plus pour ne pas spoiler le sujet de Bruno Boulestin. J'évoquerai simplement le cas de Fontbrégois. Le Fontbrégois, donc, c'est un site donc, du Var, en Provence, fouillé par Jean Courtin, qui a livré 18 fosses, dont 3 contenaient des restes osseux humains appartenant à 12 individus, 6 adultes, 6 enfants. Il se trouve que les ossements humains portaient les mêmes stigmates de boucherie que les ossements d'animaux chassés et élevés retrouvés sur le même site. D'où l'hypothèse d'anthropophagie, donc, dans le cas de Fontbrégois. Mais là encore, les enfants ont eu le même traitement que les adultes. Je citerai juste un cas, ce jeune de 8 ans, dont le crâne, donc la tête a été décollée. Ensuite, le cuir chevelu a été écorché. Vous voyez sur l'os frontal les traces d'incision pour arracher le cuir chevelu. La boîte crânienne a été défoncée pour extraire la masse cérébrale, qui a peut-être été mangée. On n'a pas la certitude, mais bon. Vous voyez, donc, à travers ce survol rapide de la documentation, on peut raisonnablement estimer que le néolithique a connu un sentiment de l'enfance et une amorce de sa valorisation affective. Le traitement appliqué, très particulier, très valorisant, de même que la composition du matériel funéraire, témoigne d'une reconnaissance affective et d'un attachement envers les jeunes enfants, même en très bas âge. Par rapport aux adultes, évidemment, les sépultures d'enfants témoignent souvent du même investissement dans l'appareil funéraire. On l'a vu. On observe des gestes précautionneux qui furent souvent apportés par les proches à la sépulture, que ce soit au niveau de l'architecture de la tombe, que ce soit au niveau de la disposition soignée des corps, que ce soit au niveau du dépôt de mobilier, parfois abondant, parfois diversifié, qui peut afficher d'ailleurs jusque dans la mort une certaine position sociale du jeune sujet. Je pense aux 2 figurines anthropomorphes de Berry-au-Bac, qui seront indéniablement un geste affectif à l'égard du jeune enfant disparu. Je pense également à ces sépultures doubles qui unissent donc un adulte et un immature dans des postures de corps qui s'avèrent particulièrement émouvantes. En définitive, les nouveau-nés et les tout-petits décédés précocement ne quittaient pas le cadre domestique. Les parents les ensevelissaient probablement à l'intérieur de la maison ou à proximité immédiate de l'habitat. Certains, très peu, d'où leur sous-représentation, rejoignaient tout de même le cimetière communautaire ou un peu plus tard la sépulture collective. Mais peut-être considérait-on alors que le petit enfant devait avoir atteint un certain âge ou avoir subi un certain rite de passage pour intégrer cette communauté des morts adultes. Alors, on reste embarrassé pour savoir à quel moment se faisait cette rupture. Certains pensent pour l'âge de 2-3 ans avec l'arrivée de la dentition complète, d'autres 5-7 ans avec l'apparition des dents définitives. On reste très embarrassé puisqu'on est des périodes où on n'a pas de manuel qui nous explique le fonctionnement de ces populations. Ce qui est sûr, c'est que les étapes de socialisation pouvaient varier d'une entité culturelle à une autre. La mosaïque de culture que représente le néolithique occidental sur 5 millénaires n'incite pas à pousser trop avant les généralisations. En tout cas, passé ce cap de la petite enfance, les jeunes disparus se retrouvent en plus grand nombre parmi les morts adultes. Ils recevaient alors le même traitement que leurs aînés, mais en fonction de leur appartenance sociale. C'est ainsi que l'on retrouve des sépultures d'enfants particulièrement bien dotées en mobilier, on l'a vu. N'oublions pas que le néolithique fut le temps des sociétés complexes, clairement stratifiées, et marquées par l'émergence d'une forme de pouvoir. Et aux 2 extrémités de la pyramide sociale, nous percevons bien d'un côté des élites, parfois inhumées dans des tombeaux monumentaux, en portant dans la mort des attributs distinctifs qui signent leur statut de puissant, et de l'autre, des petites gens, des indigents, à la condition peut-être servile, dont les dépouilles pouvaient être reléguées dans des structures domestiques désaffectées. C'est ainsi que l'on peut expliquer la pluralité des comportements funéraires à l'égard des enfants valorisés, enfants relégués, enfants martyrs et victimes de violences interpersonnelles, enfants dépecés et probablement mangés. Néanmoins, au terme de ce panorama, beaucoup de questions restent en suspens et on peine à livrer des réponses. Les rites de passage, par exemple, qui ponctuaient les différents
âges de l'enfance nous restent totalement inconnus. Les données archéologiques ne permettent pas pour l'heure d'aller plus loin non plus dans la caractérisation des pouvoirs et sur les mécanismes de leur reproduction. Est-ce que la forme héréditaire que laisserait entrevoir certaines tombes d'enfants valorisées peut-elle être de partout de mise et généralisée? À la vérité, des systèmes différents purent avoir cours d'un bout à l'autre de l'ordre néolithique. J'ai essayé de traduire ici des réalités universelles, mais chaque culture opte pour des solutions qui lui sont propres, en sorte qu'il faudrait dans chaque cas, c'est ce que Maïté a dit tout à l'heure, entreprendre un travail de déchiffrement, lequel n'est possible que sur des séries de sépultures homogènes chronologiquement et géographiquement parfaitement circonscrites. Au final, j'espère avoir attiré l'intérêt sur de multiples découvertes dispersées, certes sans être exhaustif, mais en posant quelques jalons, en explorant certaines pistes et en restituant au moins partiellement l'identité sociale des enfants. J'ai essayé aujourd'hui de vous montrer l'épaisseur d'un sujet en lançant des pistes qui peuvent nourrir de nouvelles recherches sur un dossier qui, jusqu'alors, n'avait jamais été traité, ou peu s'en faut, à si vaste échelle. Je vous remercie de votre attention.